Quand Meka, sa nouvelle veste sous le bras, apparut devant sa case, il se demanda intérieurement comment il ferait pour trouver des lits à cette foule d'amis et de parents qui étaient venus pour sa médaille. Une rumeur enthousiaste monta de l'assistance lorsque Meka, ayant soulevé son casque dans la case enfumée, dit « Bonsoir tout le monde. » Ngamba et Amalia sont là, lui dit Clara. « Tiens, » dit-il en les embrassant à tour de rôle. Il donna une claque sur le dos d'Ngamba qui le souleva et le fit tituber. « Tu n'as plus ta force, » lui dit Meka. « Tes femmes t'ont vanné. »« Pauvre Amalia » ajouta-t-il en se retournant vers cette dernière. « Je reste encore vert, » dit Ngamba en s'esclaffant. « D'ailleurs, je compte restaurer mon ancien village de femmes. » Il reposa Meka à terre. Ils se mirent encore à rire. « Il y a aussi Essomba et sa femme, hein, » reprit Clara. « Où est ce petit fils de Pygmée ?» demanda Meka en riant. « Souffle la flamme, que je le voie. »« Je ne me cache jamais, » dit une voix enrouée. « Si je me cachais, qui verrait-on ?» Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. « Où est ma femme ?» blagua Meka. La femme d'Essomba s'avança, puis se jeta dans ses bras. Meka se retourna vers Essomba. « Je me suis toujours demandé comment un gorille comme toi avait pu épouser une aussi jolie femme. »« Ça ne lui dit rien, » dit la frêle jeune femme sans modestie. « Il ne m'apprécie pas. »« Ah, ça c'est un homme, » dit Essomba en se frappant brutalement le poing sur la poitrine. Tout le monde se mit à rire. Essomba était le neveu de l'arrière-grand-oncle de Meka. Il n'avait ni sa finesse, ni cette stature élancée et distinguée qui était caractéristique de la grande famille de Meka. C'était un individu trapu, au regard fuyant abrité d'une incroyable broussaille de sourcils. On l'avait surnommé le pygmée de la famille, et on ne savait pas quelle vanité il tirait de cela. Sans être belle, sa femme était souple et jeune, et pouvait satisfaire un homme. Les Essomba, comme les Ngamba, étaient venus quand ils apprirent que Meka allait recevoir une médaille. Interminablement, Meka serrait les mains qu'on lui tendit dans l'obscurité. Il y avait tous ses cousins et ses cousines. Il y en avait ainsi qui n'avaient pas vu depuis 10 ans. Il était là avec leurs enfants. Tous ceux qui se rattachaient à Clara, de près ou de loin, étaient aussi présents. Il y avait par exemple une vieille femme dont Clara avait oublié le nom et dont elle ne se souvint même pas quand elle lui rappela, en racontant qu'elle avait soigné un jour la mère de Clara, morte bien avant la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi la bande habituelle. Nua avec sa bouche mobile, Nti avec ses pieds enflés, Mvondo et ses rides, et le pauvre Evina, dont la saleté retournait le cœur. Les cousins de Meka et de sa femme et de leur beau-frère, qui étaient déjà là, avant les événements, avaient encore ajourné leur départ. Il y avait aussi la bande habituelle. Nua avec sa bouche mobile, Nti avec ses pieds enflés, Mvondo et ses rides, et le pauvre Evina, dont la saleté retournait le cœur. Les cousins de Meka et de sa femme et de leur beau-frère, qui étaient déjà là avant les événements, avaient encore ajourné leur départ. Il y avait aussi tous les villageois venus honorer leurs compatriotes. Devant cette invasion, Clara avait coupé des feuilles de bananier. Elle avait donné des coups de balai devant et derrière sa case, sur la partie de la véranda qui se trouvait sur le vent de raffia. Elle attendait la fin du repas du soir pour y étaler les feuilles de bananier en guise de lit. Pourvu qu'il ne pleuve pas, avait-elle pensé.
Qu'on allume la lampe, ordonna Meka, qui s'était assis à sa place habituelle sur le premier lit de bambou où il dormait avec sa femme. Clara s'approcha, s'accroupit devant le foyer de 4 pierres à côté de son lit de bambou conjugal et alluma une brindille qu'elle glissa à travers la brèche du verre cassé de la vieille lampe tempête. La mèche flamba. Clara la remonta. Un halo de lumière éclaira la moitié de l'assistance. Clara posa la lampe entre les jambes de son mari. L'ombre de Meka, assis, les avant-bras posés sur les genoux, se projeta sur la toiture de raffia noire de suie. Il ressemblait à un quadrumane assis sur son train de derrière. « As-tu bien voyagé ?» demanda-t-il à Ngamba, allongé sur le lit d'en face. « Tu parles » dit Ngamba en se retournant et en calant le dessous de son menton sur la traverse de bambou qui lui servait d'oreiller. Non seulement j'avais des embêtements avec mes pauvres pieds, mais il y avait aussi ce bouc de malheur que j'ai traîné jusqu'ici pour toi. Meka lui sourit. « Et merci beaucoup, » lui dit-il. « Mais je ne me demande même pas si je dois te remercier. On ne se remercie pas soi-même. »« Quand êtes-vous parti de Zourian ?» demanda Clara. « Hier soir, » répondit Amalia. « On a voyagé toute la nuit. »« Quoi de neuf là-bas ?» demanda Meka. « Ah, que peut-il se passer en brousse ?» répondit Ngamba. « Toutes les nouveautés sont ici. Alors, qu'y a-t-il ?»« Même ici, » dit Meka. Il frappa les mains pour demander le silence. « Même ici, nous n'avons rien d'intéressant. Nous n'avons rien d'intéressant d'habitude. À part cette histoire de médaille et la venue du chef des Blancs dont tu as certainement entendu parler. » « Ok, raconte-moi ça toi-même, » dit Ngamba en se soulevant sur le coude. « Tu sais que je n'ai appris la nouvelle que par des bouches qui ne sont pas très sûres. » Meka refit donc le récit qu'il faisait à tout le monde depuis qu'il avait été convoqué au bureau du commandant. L'assistance l'écouta encore religieusement. Quelques sirènes jaillirent de la foule. « Oh, vous n'allez pas recommencer » tonna Meka en frappant du pied. « Gardez votre souffle pour demain. » Des têtes se balancèrent pour l'approuver. « Est-il déjà ici, le chef des Blancs ?» demanda Ngamba. « Je pose cette question parce qu'en arrivant dans la ville, j'ai vu des drapeaux partout. » « Il paraît qu'il arrive toujours au dernier moment, partout où on l'attend, » intervint Isomba. « C'est un ami qui travaille du côté de la mer qui me l'a raconté. »« Ah, peut-être bien, » dit Meka. « Quoi de neuf à Zourian ?» redemanda Clara. « Mboxi s'est-il marié ?»« Celui-là alors, » dit Amalia en souriant. « Pensez-vous qu'il se mariera encore? La vieille Anaba n'a pas voulu de lui. » « Moi, j'espère qu'elle fera une demande pour être une bonne sœur, » surenchérit Ngamba. « Pour une femme de son âge, c'est tout juste ce à quoi elle est bonne. » « Il paraît qu'elle attend un homme de la ville, » dit sournoisement Amalia. Tout le monde se mit à rire. Clara surveilla une énorme marmite au coin du feu, assise à côté de son mari. « Ah, ces bananes doivent être cuites, » dit ce dernier. « J'ai eu une de ces faims. » Clara souleva le couvercle et rejeta la tête en arrière à cause de la vapeur qui s'échappait de la marmite. Elle prit une feuille de bananier et souleva la marmite du foyer. Elle la porta en se frayant un passage au milieu de la case. La femme des Somba apporta un mortier de bois et un pilon. Puis, s'installant à même le sol, elle commença à piler les bananes. « Nous ne pouvions t'apporter que ce rat palmiste que ma femme a cuit à point, » dit Esomba pendant qu'il ouvrait un paquet de feuilles de bananier devant Meka.
Ngamba se leva à moitié de son lit pour y jeter un coup d'œil. Et Somba se licha les doigts. Il plia son genou à terre, puis prit un morceau de viande entre le pouce et l'index. Le tout disparut dans sa bouche. « Il ne faudrait pas qu'on dise que j'étais empoisonné, » dit-il la bouche pleine. « Attendez la boule de banane, » dit Kalara. « Dépêchez-vous, » dit Meka en levant les yeux au-dessus de la lampe. « Approche le paquet d'Ngamba, » dit-il ensuite à Esomba. Ngamba rampa sur son lit, en sorte que ce fut sa poitrine qui se trouva sur le traversin de bambou. Ses longs bras plongèrent dans le paquet. Pour apprécier le rat palmiste cuit à la citronnelle, aux aubergines sauvages et au piment comme celui-ci, il faut manger sans autre chose. « Tu sais, » marmonna-t-il, « nous avons mangé l'une de ces vipères. »« Et tu n'as pas pensé à moi, hein ?» riposta Meka. Nua, Mvondo et d'autres individus s'étaient spontanément accroupis devant Meka. Quand Kalara apportait la boule de banane, il n'y avait plus rien dans le paquet. Kalara allait chercher une autre marmite, en terre celle-là qui se trouvait près d'une vieille cuvette où une poule couvait ses œufs. « Je me demande si ça suffira pour tout le monde, » dit-elle. « Les femmes mangeront avec moi. Les hommes iront manger avec mon mari. Les enfants mangeront avec leur mère. » En une fraction de seconde, 2 cercles s'étaient formés autour de Meka et de Kalara. C'était plutôt un groupe de 2 cercles concentriques chez les hommes. Ceux qui avaient eu la chance d'être au premier rang remplissèrent leurs mains comme ils le pouvaient. Si bien que, lorsque les derniers avaient trouvé l'espace qui les conduisit au premier rang, il n'y avait plus rien. Les femmes mangeaient à petits coups. Elles mangèrent encore longtemps après les hommes. 2 gobelets d'eau passèrent de bouche en bouche dans les 2 groupes. Ngamba avait mangé couché à plat ventre. Maintenant que le repas était terminé, il glissa de nouveau au fond de son lit, puis posa encore le dessous de son menton sur le traversin de bambou. Il aspirait bruyamment entre ses dents. Sa femme lui tendit une brindille de bambou. Meka nettoya ses mains sur un bout de bois. Tous ceux qui s'étaient accroupis devant les 2 hommes fondirent dans l'obscurité où étaient plongés les recoins de la case. Meka desserra sa ceinture, puis s'allongea sur le dos. Kalara allait et venait dans la case. De temps en temps, Mvondo, pour éclairer son chemin, levait la lampe qui brûlait au chevet de Meka. Quand tout fut en ordre, elle revint s'asseoir à côté de son mari. Amalia s'allongea à côté du sien. Dans la partie de la case qui n'était pas éclairée, régnait un tel remue-ménage qu'on aurait pensé qu'un troupeau de moutons y était parqué. De temps en temps, une tête passait dans la zone lumineuse pour se confondre ensuite à nouveau avec l'obscurité. Dès qu'un enfant criait, sa mère, pour le calmer, lui enfonçait le sein dans la bouche. On n'entendait plus que sa respiration étouffée. « Je voudrais que chacun sache où il dormira tout à l'heure, » dit Kalara en se levant. « La case n'a pas beaucoup de lits. Ngamba et sa femme dormiront dans le lit qu'ils occupent. Et Somba et sa femme dormiront dans le lit de Mvondo, qui ira rejoindre Nti. »« Nti, tu as entendu ?» cria Mvondo. « Tâche de ne pas ronfler comme tu en as l'habitude. »« Et qui ? Je n'ai jamais ronflé, » répondit Nti en décroisant ses gros pieds. « Je n'ai jamais ronflé, » s'obstinait-il à nier. « Tu n'es pas au tribunal, » coupa Kalara. « Ceux qui ont des nattes, » continua-t-elle, « les étaleront quand j'aurai balayé le sol. Il reste un petit lit en bois. »« J'y suis déjà étendue, » répondit la vieille femme qui prétendait avoir soigné la mère de Kalara. « C'est à toi-même que je pensais, » dit Kalara. « Quant à ceux qui n'ont pas de nattes,
ils pourront dormir sur les feuilles de bananier qu'ils trouveront dans la véranda. Avez-vous compris? Yeah! Répondit l'assistance. Clara se recoucha à côté de son mari. Mvondo souleva son pagne et vint s'asseoir, les fesses nues, à côté de la lampe. Tous les hommes l'imitèrent. Ngamba émit un ronflement. « Réveille-le » dit Meka à Amalia. « Comment peux-tu dormir sans que nous ayons causé ?»« Je ne dors pas, je ne dors pas » protesta Ngamba d'une voix montrant qu'il tombait de sommeil. Puis, il bâilla. « Tu as mis un temps fou en ville » dit Clara à son mari. « Et tu ne nous as pas montré ta veste ?»« Essaye-la » dit Mvondo. « Oh, vous m'embêtez » grommela Meka. « J'ai passé toute la journée à l'essayer. Et puis, vous la verrez bien quand je la mettrai demain matin. Au fait, Clara, dit-il en se levant brusquement, il faut que tu me couses les boutons. J'ai failli oublier. » Il déplia la veste qu'il avait posée sur une étagère. Mais ne pouvant résister à l'envie de l'essayer, il l'enfila. Sidéré, l'assistance se tut. On n'entendait plus que le crissement de la toile neuve qui se détendait. Et Somba partit d'un grand éclat de rire. « Hé hé! Je n'ai jamais eu ni porté de veste, » dit-il sans reprendre haleine. « Avec la tienne, je t'assure qu'à ta place, je me passerais d'un pantalon. »« On dirait je ne sais quoi, » dit Mvondo, toujours à court d'imagination. « Quoi? Quoi? » tonna Meka en retroussant les manches pour dégager ses doigts. « Je n'ai rien dit, » répondit Mvondo. « Je n'ai rien dit du tout. » « Toi, tu n'as jamais eu le courage de dire ce que tu penses, » fulminait Meka. « Quand je pense que mon sang circule dans tes veines. » Il se retourna vers Clara. « Je n'ai jamais vu de veste pareille, » dit-elle. « Tu nages dedans comme un petit poisson dans la mer. »« Ah, n'exagère rien, » tonna son mari. « Regarde, ça me va bien, » dit-il en retroussant les manches et en présentant le dos à sa femme. Elle leva la lampe et se mit à le contempler. « L'habillement et toi, c'est comme un chien qui entendrait un photographe, » dit-elle. « Moi, je trouve sa veste bien, » intervint Ngamba. « Ça doit être une coupe nouvelle. » Voilà au moins quelqu'un d'intelligent, dit Meka avec compunction. Il allait lui serrer la main. « C'est une nouvelle mode, » reprit-il. « Après la veste de Gaulle, ce sont les vestes Zazu. Je suis le premier Adoum à en apporter. À moins que le chef des Blancs n'emporte une de même coupe de main. »« C'est très pratique, » dit Ngamba en lui faisant signe de se rapprocher. « Avec cette veste, tu pourras porter tes pantalons qui n'ont plus de fond. » L'assistance approuva sans un murmure. « Oh, tu es ridicule, » éclata Clara. « Tu aurais mieux fait de te confectionner une vraie soutane. Comment oserais-tu te présenter devant le commandant et le chef des Blancs avec ça? Je suis sûre que si les Blancs te voyaient demain avec ça, ils ne te donneraient pas leur médaille. D'ailleurs, je ne vais pas te coudre les boutons. » Meka savait que dès que Clara avait pris une décision, il n'y avait rien à faire. La tête baissée, il retira sa veste Zazu et excédé, la lança sur l'étagère. « Eh, mes économies, ont-elles donc été jetées à la brousse? »« J'irai avec toi voir ton tailleur, » dit Clara, en ramassant la veste pour mieux la plier. « Je ne sais pas ce que vous reprochez à cette veste, » intervint encore Ngamba. « Nous ne sommes pas en brousse ici, » lui lança Clara. « Tais-toi, » lui dit Amelia. Ngamba se retourna contre le mur. Un silence pénible avait succédé à l'altercation de Clara avec son mari. Celui-ci, assis comme à l'habitude, les avant-bras sur les genoux, se demandait ce qu'il porterait le lendemain. De temps en temps,
il lançait une œillade courroucée à Clara, qui s'affaira sur l'étagère. On peut dire que Clara et son mari s'aiment comme un couple de blancs, dit Esomba qui se mit à rire. À leur âge, ils ont encore les querelles d'amoureux. Meka avait ri sous cape malgré lui. Le rire gagna l'assistance et alla en crescendo. Meka ne riait plus. Il remua les lèvres, mais aucun son n'en sortit. Ses lèvres étaient allongées dans une moue de femme qui veut se montrer plus inaccessible qu'elle ne l'est. Clara vint s'accroupir devant son mari et posa à côté de lui le paquet qu'elle avait dans les bras. Un demi-cercle de curieux se forma autour d'eux. Clara mit sa cuisse à nu, puis y posa le pied de son mari. Elle commença à déplacer la paire de chaussures de toile kaki qu'il portait. « On va voir si tu pourras supporter demain ces souliers de cuir que tu as achetés chez Monsieur Pininiakis. » Les pieds de Meka n'avaient pas été faits pour pénétrer dans les chaussures des Blancs. Il avait marché pieds nus jusqu'à cet âge, où il épousa Clara, quelque temps avant l'arrivée des Blancs. À force de cogner contre les obstacles, ses orteils n'avaient plus d'ongles, et un pion crabe qu'il avait eu dans sa jeunesse les avait incurvés vers le ciel. Ce qui compliquait encore tout cela, c'étaient ses petits orteils qui pendaient de chaque côté de ses pieds comme les pattes antérieures d'une tortue. Chaque fois qu'il achetait une paire de souliers en toile, Meka y taillait 2 petites fenêtres pour ses petits orteils. On ne tardait pas à les voir émerger dès qu'il se chaussait. Meka n'avait jamais porté de souliers de cuir. Il y était tellement allergique que dès qu'il entendait le bruit d'une semelle de cuir, son bout de nez transpirait quel que soit le temps. C'est encore Clara qui avait eu cette idée de souliers de cuir marron. Meka pensait à cette matinée où il était allé les acheter. La mort dans l'âme chez Madame Piminiakis. Il avait demandé la pointure immédiatement au-dessus de la sienne, comme le lui avait conseillé Clara. Malgré l'insistance de la femme blanche, il ne les essaya pas. Il ne voulait pas peiner devant une inconnue. Mais la femme blanche parvint à lui faire acheter une paire de chaussettes, une boîte de cirage, 2 paires de lacets de rechange et un chausse-pied dont il ne savait que faire. Il regardait avec une certaine appréhension tous ces objets que Clara avait posés non loin de lui. Quand elle l'eut déchaussé, elle essaya de lui faire glisser un soulier au pied gauche. Meka repoussa son bras, puis pressa ses orteils dans le creux de sa main. Il prit le soulier que lui tendait sa femme. Il serra les dents. Une goutte de sueur tomba entre ses jambes. Il étreignit un peu plus fort ses orteils, puis les enfonça dans le soulier. Il se leva pour donner plus de poids à son talon qui s'y enfonça avec un bruit de baisers sonores. « Tu vois que ça va ?» dit Clara en se relevant. Meka se rassit et allongea son pied chaussé. « Essaye de marcher, » lui dit Clara. « Essaye de marcher, marche donc !» disait-on de part et d'autre. Meka empoigna le traversant de raffia qui passait sous ses cuisses. Les incisives rivées sur la lèvre inférieure, il se leva, fit quelques pas. Il était subitement devenu pied-botte. Il revint s'asseoir sur le lit. « Je ne pourrai jamais aller loin avec ces souliers, » dit-il en se déchaussant. « Je ne pourrai jamais aller loin. » « Tu ne peux pas aller pieds nus ni porter tes savates demain matin, » riposta Clara. « On peut essayer d'élargir ces souliers, » dit Ngamba. « Remplis-les de sable et mouillez un peu de cuir pour qu'ils deviennent souples demain matin. Je crois que mon beau-frère pourra les porter. » Ça c'est la sagesse d'un homme mûr, approuva quelqu'un. « Je n'y ai pas pensé, » dit Meka, qui avait retrouvé son sourire. « Je ne pense jamais le premier à ces choses-là, mais quand on m'en parle, c'est comme si je les connaissais déjà.
Clara, en voyant Vondo avec la lampe remplir les souliers de sable. La case plongea dans l'obscurité. Clara souffla sur les braises du foyer qui s'éteignaient. Une faible flamme en jaillit et éclaira les deux rebords des lits sur lesquels étaient étendus Ngamba et Meka. Je ne pourrais jamais marcher jusqu'au bureau du commandant avec ces souliers. Soliloqua Meka. Je partirai bien d'ici avec mes vieilles savates. Si Clara veut, elle m'accompagnera jusqu'à la colline et c'est là que je mettrai les souliers de cuir. Ça, c'est une idée, dit Ngamba. Vondo rentra avec les deux souliers pleins de sable. Il les aspergea d'eau et les glissa sous le lit d'Ngamba. Tu as tes deux autres vestes, dit Clara. Tu peux mettre celle qui est kaki. D'ailleurs, c'est celle-là que tu mettras. Approche la lampe ici, ordonna Meka, qui déchargeait sa colère sur Vondo. Regardez-moi ce paquet de rides. Vondo, pour ne pas éclater de rire, se plaqua la paume sur les lèvres. La voici la lampe, dit-il en posant la lampe au chevet du lit de Meka. Alors, c'est demain matin, dit Ngamba en se retournant vers le lit de Meka. C'est demain matin, répondit Meka. À quelle heure? Ah, il faut que je sois là-bas avant 8 heures, marmonna Meka qui commençait à somnoler. Clara se mit à balayer la case à l'endroit où quelques-uns des visiteurs allaient étendre leurs nattes ou des feuilles de bananier. Quand elle eut fini, une véritable ruée se produisit au milieu de la case. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» tonna Meka qui s'était levé d'un bond de son lit. « Où êtes-vous, hein? Que les personnes âgées commencent à étaler leurs nattes. S'il n'y a plus de place, les autres iront dormir dans la véranda. » Des gens sortirent pendant que d'autres poussaient des soupirs en se laissant tomber sur leurs nattes. Meka se recoucha. « Nous veillerons demain soir, » dit-il. « Aujourd'hui, je suis très fatigué, et comme je dois me lever tôt demain matin, nous ferons mieux de nous dépêcher de dormir. »« Yeah !» répondirent ceux qui restaient. « Maintenant prions, » dit Meka en s'engenouillant, le derrière en l'air comme il en avait l'habitude. Clara s'agenouilla à côté de lui. Amalia et son mari s'agenouillèrent à leur tour. « Agenouillez-vous là-bas !» cria Meka à ceux qui étaient sur les nattes. Quand tous les derrières furent en l'air, il posa la main sur son front. « Au nom du Père, » commença-t-il. Couché sur le dos, l'avant-bras gauche posé sur son front, Meka attendait vainement le sommeil. De temps en temps, il regardait à travers les lizards du mur en terre battue, contre lequel il s'était retourné. L'obscurité était totale. De temps à autre, il se donnait une claque sur l'oreille pour y écraser un insaisissable moustique. Tout le monde devait en faire autant. Le bruit sourd des pommes sur le cou mêlé au ronflement des dormeurs maintint longtemps Meka éveillé, lui qui n'avait pas eu la chance de dormir avant tout le monde. Clara dormait. Recroquevillée comme une énorme antilope, les genoux enfoncés dans les reins de son mari. Meka, coincé contre le mur, se mit à appeler sa femme. Clara poussa un gémissement et tourna mécaniquement le dos à son mari. Meka respira, ferma les yeux et attendit le sommeil. Il entendit les premiers chants des perdrix. Il regarda encore à travers les lizards. Les ténèbres s'éclaircissaient. Il aperçut même le bouc que lui avait apporté son beau-frère. Un vrai type, ce frère de Clara, se dit-il. C'était le seul qui avait pensé à lui apporter un bouc. Tous les autres étaient venus avec leurs provisions d'un soir qu'ils étaient bien obligés de partager avec lui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient manger? Sûrement qu'ils attendraient le soir pour manger son bouc. Ah ça, se dit-il,
Ils attendront longtemps. Ce bouc, nous le mangerons, nous 4. Ngamba, Amalia, Clara et moi. Il faudrait tout de même que je mange à ma faim. Et il essaya de s'imaginer la cérémonie où on allait le décorer. Quelle pouvait bien être la couleur de cette médaille que le chef des Blancs allait apporter pour lui? Il avait vu parfois des médailles sur la poitrine des Blancs, mais de très loin. Pourvu qu'elle ne ressemble pas à la médaille, insigne de catéchiste, se dit-il. Pourvu qu'elle ne ressemble pas à la médaille d'Ignace Obédé, celui-là doit crever d'envie. Il sourit. Il pensait à l'histoire du cynécéphale. Il sourit encore puis et essaya de se faire une image du chef des Blancs. Quelle tête pouvait-il bien avoir et que lui dirait-il? Comment Meuka allait-il le recevoir? Puisqu'il allait être son ami, allait-il se jeter dans les bras du Blanc? Fallait-il lui apporter quelque chose? Et quoi? Il pensa aux œufs. On lui avait dit que les Blancs en raffolaient et que c'était même pour ça qu'ils étaient venus jusque-là. Il voulut réveiller Clara pour lui dire de préparer un panier d'œufs pour le lendemain, matin. Il se ravisa. On aurait du temps dans la matinée. Il s'étira. L'un de ses petits orteils pénétra entre 2 traverses de bambou. Il ressentit la même douleur que lorsque Clara l'avait obligé à essayer ses souliers marrons. Son sang s'en alla de ses veines. Il s'assit et dégagea son orteil. « Ah, Kia, quel calvaire !» dit-il tout haut. « Aussitôt qu'on m'aura décoré, je me déchausserai » continua-t-il à soliloquer. « Accrocher une médaille, cela doit se faire le temps d'un éclair. » Il fit le geste sur sa poitrine. « Même pas » termina-t-il. Puis, il ne pensa plus à rien. Il sentit un poids énorme sur ses paupières. Il se sentit plus léger qu'à ses sorties de chez Mama Titi. Il s'endormit.